Donc bonjour à tous et bienvenue de nouveau à la convention exceptionnelle de la SFEN 2020 sur le thème face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour le 9e des 9 modules qui se sont déroulés cette semaine, tous les jours. Vous savez que vous pouvez retrouver en replay les modules auxquels vous n'avez pas pu assister sur la chaîne YouTube de la SFEN. Donc, je vous invite à le faire, évidemment. Donc, nous avons parlé depuis la semaine de la résilience côté exploitant en France, à l'étranger, de la robustesse du système électrique, de comment on avait développé des inspections à distance, comment on avait amené des experts à distance. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveau d'un module que nous avons déjà abordé mercredi, qui est la robustesse de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir David Guillon, qui est le directeur général de SPI Nucléaire et qui va nous parler en tant que fournisseur et en tant que client de la question de la robustesse de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi Nicolas Bedouin, qui est responsable des partenariats stratégiques à la DRT du CEA. Donc Nicolas va nous amener un peu une vue de l'extérieur, puisqu'il va nous parler de dispositifs qui ont été mis en œuvre par le CEA pour aider l'industrie de la santé. Et enfin, nous aurons Alice Aubert. Donc, Alice est directrice de la politique industrielle EDF à la DPI, DIP2N. Et donc, elle nous donnera au final aussi la vue du client, sachant qu'on a eu André Palu mercredi soir. Donc, on aura une autre vue EDF, d'un autre point de vue en fin de séminaire. Donc, on va essayer de tenir le séminaire sur 1 heure parce que beaucoup d'entre vous, en général, nous quittent à 2 heures. Et donc, alors, je vous incite, comme pour les autres séminaires, à poser des questions. Donc, vous avez en haut à droite de votre écran QR, donc c'est là que vous mettez vos questions. Et vous pouvez voter pour les questions des autres, et ce sont les questions qui auront le plus de votes qui passeront en premier. Voilà, c'est extrêmement démocratique comme process. Voilà, donc j'ai posé à mes intervenants 3 questions. La première, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la crise du Covid. La deuxième, c'est quelles solutions vous avez mises en œuvre. Et la troisième, c'est qu'est-ce que vous allez garder des choses que vous avez développées ou comment ferez-vous les choses différemment pour se préparer à une autre possible prochaine crise. Merci beaucoup. Je passe la parole à David. Merci Valérie. Bonjour à tous. Je me suis très parasite. De pouvoir intervenir dans ce séminaire pour SPI, en particulier pour SPI Nucléaire. Donc justement pour situer les activités. Donc SPI, c'est un groupe d'origine française à l'échelle européenne qui est axé sur l'accompagnement des services auprès des grands clients de l'énergie. Donc axé sur des activités de conception, de réalisation, de maintenance, et puis également pour la partie nucléaire, je rajouterai la partie démantèlement. Donc nous sommes une entreprise de service. L'activité SPI Nucléaire, c'est plus de 2000 collaborateurs au service des grands donneurs d'ordre que sont EDF, Orano, CEA, Framatome et Andra, pour ne citer que les GDO, en tout cas dans notre langage de la filière nucléaire. Donc je vais essayer de vous apporter mon expérience, en tout cas, auquel a fait face SPI Nucléaire lors de la crise. Donc les premières difficultés auxquelles nous avons été confrontés, bien évidemment, elles étaient sanitaires, mais surtout, je dirais, on était dans une démarche où à la fois on devait massivement, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, mettre des personnes en télétravail, donc tous nos pôles affaires, tous nos bureaux d'études, nos inspecteurs, j'y reviendrai, enfin toutes les personnes qui sont en back-office de notre activité, une vague de télétravail qu'on pourrait qualifier insubie et improvisée. En tout cas, il y a eu une grosse mobilisation des services informatiques, et je reviendrai sur tout ce qui est le SI. Et puis en même temps, on avait un engagement très fort, et je pense que j'en profite pour saluer l'engagement des collaborateurs SPI, c'est de répondre présent sur les chantiers, aussi bien sur les arrêts des réacteurs pour maintenance, où on était présent pendant la crise, et après les arrêts qui ont été programmés pendant la crise. Donc c'était à la fois de mettre des collaborateurs sur le terrain, mais également auprès du CEA ou d'Orano, des usines qui continuaient à fonctionner, tant sur le retraitement que sur le retraitement et des usines comme Melox. En tout cas, c'était de répondre présent. Donc c'était une vraie difficulté, puisque avancer comme nos donneurs d'ordre, comme les pouvoirs publics, sans trop d'éléments, on va dire, normés, parce que c'était quelque chose
totalement exceptionnel. Donc, nous a beaucoup éprouvé. Et en fait, on a raisonné sur des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'était l'approche de quelqu'un du nucléaire, une entreprise de service du nucléaire. Et bien, notre savoir-faire, c'est de travailler en ambiance radiologique, donc avec des protocoles très stricts. Et en fait, on a transposé, ça peut paraître un peu loin, mais on a transposé nos protocoles d'ambiance contaminée à un risque viral, ce qui nous a permis d'avoir des collaborateurs, en plus au départ avec peu de moyens. On a connu, comme notre pays, une absence de masques, mais on a eu la possibilité de faire preuve à l'intelligence collective, et donc on avait pu fonctionner après avec des écrans portatifs sur nos casques. On a un métier à la base d'électricien, et nos casques d'électricien comportent toujours une bulle de protection lorsqu'on fait la vérification d'absence de tension. Et au fait, on a transposé en l'absence des masques ce type d'opération pour permettre aux collaborateurs de pouvoir travailler en se protégeant les uns les autres. Donc, c'était voilà, le premier enjeu. Maintenant, si je viens sur l'axe des relations avec nos partenaires, bon, SPI Nucléaire, c'est à peu près sur l'activité pure nucléaire, un peu plus de 220 millions d'euros d'activité. Je partage avec des partenaires, fournisseurs et sous-traitants à peu près un tiers de mon activité. Donc, on a quand même un rôle de relais entre les grands donneurs d'ordre que sont EDF, CEA, Orano, mais également les PME, assez de manière significative, à la fois pour la construction de matériel classifié, mais également des activités de sous-traitance. Donc, la première difficulté qu'on a pu avoir avec nos partenaires, c'était d'avoir des éléments de visibilité pour pouvoir les rassurer, en sachant que nous-mêmes, on était dans un dialogue permanent auprès des grands donneurs d'ordre sur justement quelles sont les priorités des arrêts de tranche, quelles sont les priorités sur des reprises d'activités de maintenance auprès d'Orano ou de CEA. Et en même temps, il fallait qu'on rassure nos partenaires. Il a fallu qu'on identifie également toutes les commandes sensibles, soit en termes de planning, soit en termes de jalons par rapport au process de nos grands donneurs d'ordre. Donc, tout ça s'est fait en temps réel et toujours avec beaucoup de dialogue, tant avec les grands donneurs d'ordre qu'avec nos partenaires. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de communication. Il a fallu également prendre en compte la dimension européenne. On a des partenaires fournisseurs qui sont soit portugais, soit espagnols, italiens ou roumains. Il a fallu prendre en compte ces aimants-là. Un point auquel on a été confronté, c'était justement les inspecteurs. Donc, tout le process auprès de nos fournisseurs répondent à, bien sûr, des audits de qualification de nos partenaires fournisseurs. Mais après, lorsqu'on est dans un processus de produire des éléments pour les grands donneurs d'ordre, on a des recettes usines, des contrôles techniques, dimensionnels, d'exécution qui doivent se faire en usine. On a fait des choses totalement nouvelles parce qu'on ne pouvait plus trop circuler d'un pays à un autre. On a également été confronté aux disponibilités d'accès des usines. Et certaines usines fonctionnaient, mais fonctionnaient en vase clos, donc on ne pouvait pas accéder facilement aux usines. Et en fait, on a innové avec des contrôles en reportage photo, voire webcam, pour pouvoir faire certains contrôles avec des fournisseurs préalablement qualifiés. Si je prolonge, dans une des questions que Valérie nous avait posées, c'était quelles sont les solutions possibles. Justement, dans les solutions qu'on a pu mettre en œuvre, la première solution, ça a été un grand pas avec tous les outils digitales. Ce qu'on fait là aujourd'hui, il y a encore, je dirais, 1 an ou même moins, on n'était pas très à l'aise pour pouvoir faire des conférences multiples, pour pouvoir faire des animations de réunion, pour pouvoir faire des partages avec aussi bien nos clients que nos fournisseurs. En fait, tout ça est venu très vite chez nous. On avait déployé l'Office 365 pour ce qui est de SPI. En tout cas, on a su très vite bien s'en servir. On n'avait plus besoin d'aller sur les tutos. On a fait un grand pas, et donc je pense que ça, c'était quelque chose d'important. Et ce qui a permis justement, je reviens sur les inspecteurs, des fois de faire des inspections entre nous, les inspecteurs d'EDF, et puis nos fournisseurs, avec tous ces outils modernes, chose qu'on ne faisait pas avant et qu'on était confronté à faire beaucoup de déplacements. Donc on pourrait qualifier, on a créé la e-recette, en tout cas pour certains éléments, et donc ça, c'était quelque chose de totalement nouveau pour nous. Si je prends d'autres exemples également de ce qu'on a pu faire, je vais prendre un exemple cette fois-ci sur un sous-traitant, un sous-traitant en plus européen, sur un projet important, en tout cas pour moi qui est important, qui est l'EPR, où SPI intervient pour la pose et l'installation de tout le réseau électrique, dite installation électrique générale. On avait un partenaire qui aujourd'hui nous aide à hauteur de plus de 80 personnes. Lorsque les clauses sanitaires sont arrivées, le site, de manière remarquable, a appliqué des consignes. C'est dans un premier temps fermé. On a dû faire des activités restreintes. Il a fallu gérer des choses toutes simples. C'est comment on gère 80 compagnons étrangers qui doivent rentrer dans leur pays alors que les frontières sont fermées. Comment on rassure l'entrepreneur, parce que forcément, il y avait des frais.
SPI a pris en charge une partie des frais de logement. C'est aussi simple de dire et on a contribué aussi comme ça aux logeurs de conserver une activité. On a préservé ces logements le temps que les personnes ont pu rentrer chez eux. On a prolongé le dialogue pour également garantir le retour. Et là, il y a une formidable collaboration entre les pouvoirs publics, EDF et nous, parce que le retour d'un passage de frontière devait se faire à des heures précises avec des listes nominatives. Les personnes ont pu revenir alors qu'on était dans un contexte de confinement. Donc pour moi, ça a vraiment démontré une vraie collaboration, une confiance qui s'est établie davantage entre les partenaires, notre prescripteur qui était dans ce cas-là EDF, mais on a fait des choses similaires avec les autres, et les pouvoirs publics. En tout cas, ça a parfaitement fonctionné. Et ce qui a permis, pour une PME, partenaire de SPI et d'EDF, de conserver son activité et de rassurer les compagnons. Parce que là aussi, il y avait comme un contexte de stress important. Les gens pouvaient prendre la route, il y avait plus grand monde sur les routes. Et tous les aspects logistiques étaient pour nous importants qu'on accompagne nos partenaires dans ces éléments-là. Donc, un élément que j'ai pu mettre en avant. Un autre élément qui était aussi important pour nous en termes de réponse, on avait entrepris une démarche pour avoir un réseau de gestion logistique centralisé. On l'avait construit, on l'a établi à Orléans. Et en fait, on a pu, grâce à cette plateforme et en lien avec tous nos fournisseurs, en fait, on simplifiait la relation avec les fournisseurs parce qu'ils livraient tous au même endroit sur Orléans. Et c'était SPI qui après assurait le dispatching auprès de nos sites en fonction de la disponibilité des correspondants SPI, parce que forcément, en période de crise, on ne peut plus livrer aussi facilement les choses comme on veut en fonction, on va dire, de la disponibilité des transporteurs. Alors, il y a une vraie collaboration, une vraie mise en avant, en tout cas, de notre base de logistique. Voilà un exemple de solution que je peux évoquer par rapport à cette situation. Et puis, les enseignements qu'on peut tirer et ce qu'on va garder, forcément, pour nous, c'est cet aspect mettre forcément moins de monde peut-être sur les routes. On a peut-être tendance souvent à faire beaucoup de réunions physiques, alors qu'on se rend compte que pouvoir communiquer comme on fait là aujourd'hui nous tous, c'est possible, y compris pour des réunions techniques. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des contacts physiques, mais en tout cas, c'est possible. Et on va quand même sans doute réduire le risque routier, préserver également l'équilibre de vie des uns et des autres, parce que passer beaucoup de temps dans les avions, les trains, la route, c'est aussi comme un facteur d'usure du quotidien. Et donc, on va conserver, je pense, ces éléments-là. On va sans doute améliorer par des process encore plus robustes, avec des audits amont et puis aval par rapport au partenariat. Bien sûr, l'anticipation, il y a un point que j'ai omis d'évoquer, c'est les anticipations et de fluidifier les flux de commandes auprès de nos partenaires. Là aussi, dans la période de crise, on a maintenu par anticipation, avec là aussi la collaboration des clients comme EDF ou Orano, on a anticipé certaines activités de fabrication pour garantir une charge constante dans les ateliers. C'est vrai qu'avant, c'était des choses qu'on ne regardait pas forcément. On était très fixé sur nos jalons contractuels et le planning projet avec nos clients. Et là, on a pris la dimension de dire, lisser la charge, ça permet d'avoir un partenaire qui garantit son activité dans son atelier et en même temps, pour nous, d'avoir la garantie que les plannings soient tenus. Donc, il y a ce maintien, on va dire, d'approvisionnement plus lissé, plus anticipé. Ça va obliger à gagner en performance dans la préparation, mais on l'a démontré sur certains grands. On était présent sur les VD4 900 MW de Tricastin. On s'est rendu compte que bien anticiper permet de lisser la charge et ça amène quand même à plus de confort dans la réalisation. Qui dit plus de confort dit une qualité accrue, dit moins de stress et une performance de la filière. Bien sûr qu'on va conserver, c'est le télétravail. C'est après avoir une période de télétravail subie, on va rentrer dans une organisation de télétravail organisée, mieux planifiée, et on va aussi beaucoup se servir, comme vous tous, de ce retour d'expérience, parce que le télétravail, c'est un vrai plus dans la vie du quotidien, mais ça peut être aussi très envahissant, parce que ça peut faire des journées très très longues, donc il faut aussi qu'on puisse être attentif à ça, donc on va pouvoir mettre à profit ce retour d'expérience. Et puis je finirai sur des choses pour moi qui sont importantes, qui sont en phase avec nos valeurs, c'est de conserver, quelle que soit la distance, une proximité avec nos partenaires, comme on a une proximité avec nos donneurs d'ordre, pour travailler en confiance, faire grandir la confiance. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un chef d'unité qui parlait de confiance dans ses valeurs, je le rejoins à 200%. Voilà, pouvoir se dire, la confiance, ça repose sur quoi? Sur des process établis, partagés.
Nous avons perdu la connexion avec David. Nous allons voir s'il revient. Valérie, peut-être que nous allons passer à quelqu'un d'autre après une petite temps d'attente. Ok, on va récupérer. Je suis sûre qu'il va revenir, hein, mais bon, il avait presque fini. Donc David a parlé donc des questions de chaîne d'approvisionnement, d'anticiper les commandes, etc. Donc on a eu des cas, d'autres industries aussi, principalement la santé, où on a eu des ruptures de chaîne d'approvisionnement. Donc Nicolas va nous parler de solutions qui ont été mises en œuvre par le CEA pour aider le domaine de la santé. J'en profite pour vous rappeler qu'on attend vos questions, donc vous pouvez commencer. C'est bien l'onglet en haut à droite, QR. Donc posez vos questions parce que ça oriente les présentations et voilà. Et vous pouvez non seulement poser vos questions, mais aussi voter pour des questions qui ont été déjà posées pour qu'elles arrivent en haut de la pile. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Nicolas, donc, qui va nous parler de la résilience des chaînes d'approvisionnement avec en particulier les solutions de fabrication additive. Merci Nicolas. Merci beaucoup Valérie. Donc je vous propose de vous présenter nos activités en lien avec la fabrication additive, en quoi ça a joué un rôle important pendant le Covid par rapport au manque de dispositifs médicaux, et puis essayer d'ouvrir en se projetant, on va dire, post-Covid. Je pense que le Covid a aussi été un catalyseur, on va dire, pour la fabrication additive et une prise de conscience du rôle unique que ça peut jouer dans des périodes de crise. Voilà. Donc rapidement, je représente la recherche technologique du CEA. Donc au sein de la grande maison CEA, nous n'avons pas du tout d'activité nucléaire, mais notre principale mission, c'est de transférer des technologies vers l'industrie pour créer de la compétitivité. Rapidement, on est à peu près 4500 personnes basées entre Grenoble et Saclay. On a un budget de fonctionnement de 700 millions d'euros et on ne reçoit par contre que 25% de subventions d'État, donc 75% de nos ressources viennent de l'extérieur, principalement de partenariats industriels et institutionnels. Vis-à-vis de nos grands domaines d'activité, on est principalement focalisé sur la transition énergétique et la transition digitale, mais on a des bases et on va dire un ADN qui vient des matériaux et procédés avancés, d'où nos activités de fabrication additive, pour essayer justement de créer des ruptures, on va dire par rapport aux applicatifs. Donc si je parle de nos activités de fabrication additive, ce qu'il faut voir, la fabrication additive, ça permet de créer un objet couche par couche à partir d'une CAO, on va dire d'un design. L'intérêt aujourd'hui, il y a une multitude de procédés de fabrication additive qui permettent de fabriquer des objets en plastique, en céramique ou en métal. Les principaux procédés, je les ai illustrés en dessous, c'est la stéréolithographie. Donc on va venir réticuler une résine couche par couche de 50 à 100 microns à partir d'une source UV. Le deuxième procédé, c'est ce qu'on appelle la fusion laser sur lit de poudre. On va venir fusionner une poudre avec un laser qui peut être thermoplastique ou métallique pour former à la fin un objet, on va dire par tranche de 50 à 100 microns. Et puis un autre procédé en rupture qu'on appelle le multijet de fusion, où là on va venir projeter une encre comme si on imprimait une feuille de papier, mais en fait on va imprimer une poudre. Et en passant le tout sous un four infrarouge, on va venir fusionner, l'encre ayant une capacité d'absorption thermique, on va venir fusionner pareil, couche par couche, l'objet. Voilà. Donc, ce qui est important de voir dans la fabrication additive, c'est que tout le monde le connaît pour le prototypage rapide. Aujourd'hui, c'est la majorité du marché. Ça veut dire que si on regarde le marché de la fabrication additive en 2020, c'est à peu près 13 milliards et 60-70% sont aujourd'hui liés au prototypage. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte croissance liée à la production. Ça veut dire que ça devient un objet, une solution pour la production industrielle. D'abord pour la petite série, mais de plus en plus vers la grande série. Au fur et à mesure qu'on monte en maturité sur les technologies, on accélère de plus en plus, ce qui permet, on va dire, de gagner en productivité, donc d'être de plus en plus compétitif par rapport à des procédés traditionnels comme la fonderie ou l'injection pour les thermoplastiques. Alors, je me suis ma réponse, donc si on regarde le marché aujourd'hui, c'est j'entendais toujours en fait. Moi, je voyais, j'entendais toujours les autres. Voilà. Donc le marché aujourd'hui. Moi, j'entends. Donc le marché aujourd'hui est dominé principalement par l'aéronautique et le médical et dentaire pour des enjeux de personnalisation ou de gain de masse, mais de plus en plus on commence à travailler sur l'automobile ou l'énergie et je vous illustrerai des exemples parce qu'on voit aussi l'intérêt par rapport à des pièces de rechange, mais aussi de la personnalisation ou repenser complètement un système.
Voilà. Donc au niveau du CEA, on essaye d'être intégré sur toute la chaîne de la valeur parce que ce qui est extrêmement important, c'est que ça tout part du design. C'est pas seulement de l'impression, il faut travailler sur le design, les matériaux, bien entendu la partie impression, mais des post-traitements et du contrôle. Voilà, donc on bénéficie d'une plateforme technologique au CEA, hein, où on a des outils industriels et on a un spectre très large des technologies parce qu'il y a pour chaque cas d'école, il y a une bonne technologie, il n'y a pas une concurrence frontale entre les différentes technologies de fabrication additive. Donc pour, on va dire, conseiller au mieux nos partenaires, on a un large éventail et on a développé un certain nombre de partenariats avec les équipementiers, donc sur la fusion laser, mais aussi sur les thermoplastiques, les résines thermodures, ou des procédés pour des pièces métal indirectes. Voilà. Donc maintenant, je vais rentrer dans la crise Covid. Donc comme on le sait tous, l'ensemble de la supply chain médicale a été fortement, on va dire, déstabilisée pendant le Covid et les CHU ont manqué cruellement. Donc il y a eu une énorme pénurie vis-à-vis des masques, des visières de protection, des respirateurs, mais aussi des écouvillons. Et donc très rapidement, on a été contacté pour voir et dans quelle mesure on était capable, on va dire, d'aider les CHU. Et donc j'ai illustré trois projets qu'on a réalisés dans des temps relativement records et qu'on n'aurait pas pu faire sans fabrication additive. Le premier, c'est le développement d'un masque. Donc on a été amené, on va dire, à tester par rapport à une plateforme de sécurité dont on dispose la qualité des médias filtrants. Pour les protections, pour arriver à fabriquer des masques FFP2 pour le personnel soignant. Et donc très rapidement, on arrivait à la conclusion qu'il y avait malheureusement un déficit vis-à-vis des médias filtrants. Et donc on a eu l'idée de développer un masque réutilisable en utilisant le moins possible le média filtrant. Et donc en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'entre le 16 mars entre le 16 mars et le 30 mars, on doit en fait définir un design et donc on a 14 jours pour faire 5 itérations de design pour arriver à passer les tests. Si on doit développer une pièce en plastique, vous allez devoir vous payer un moule d'injection et c'était impossible d'avoir la moindre ébauche ou le moindre prototype en moins de 2 semaines. Et forcément, malheureusement, on tombe rarement bon du premier coup et donc on avait des itérations par rapport à la forme du visage, par rapport justement à l'étanchéité du masque, par rapport à la qualité du média filtrant et donc ça nous a permis, dans un temps record, de faire 5 itérations, de développer ce masque et après, par contre, vu les besoins en volume vis-à-vis de ces masques, on va dire, de protection, on a transféré la technologie, vers une société qui s'appelle Ouvry et le groupe Michelin qui, eux, ont développé un masque, on va dire un moule d'injection en une dizaine de jours et après ont pu produire des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de pièces. Voilà. Donc là, ça montre à quel point la fabrication additive a fait sens pour réduire les temps de développement, sachant qu'on était vraiment dans une course contre la montre. On a aussi travaillé sur un respirateur. Donc un respirateur, comme vous le saviez, il y avait un enjeu, on manquait cruellement de respirateurs, hein. Il manquait entre 5 et 10 000 respirateurs en France, hein, qui était aussi le goulot d'étranglement par rapport à la crise. Et c'est ça aussi qui a, on va dire, entraîné notre confinement généralisé. Donc on est venu accompagner des makers pour arriver à très rapidement fabriquer un prototype fonctionnel. Donc on voit que sur ce prototype, il y a une vingtaine de pièces en fait qui sont faites par fabrication additive. Et pour en fait arriver à avoir un prototype fonctionnel, on a fait énormément d'itérations et on va dire de modifications de ces pièces, et ça dans un temps record. Et puis après, il fallait monter en puissance parce qu'on avait un certain nombre, on va dire, il fallait aller vers la certification. Donc tous les tests cliniques, on a été amené à fabriquer une centaine de respirateurs. Donc si je vous montre, on va dire en quelques jours, on a réussi à passer du design, en moins de 24 heures, on passait du design défini aux pièces. Donc on fabriquait ces pièces, valider le prototype parce qu'on avait énormément d'itérations par rapport à, on va dire, à l'aérolique, au pilotage électronique de cet objet. Et puis après, on va dire dès la validation de ce prototype, en une semaine, on a fabriqué plus de 2000 pièces pour permettre de fabriquer une centaine de respirateurs qui ont permis d'aller jusqu'à la certification avant la mise en production. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est SEB qui a pris la partie production de ce respirateur, le groupe SEB, et ils vont continuer, on va dire, à fabriquer, vu qu'on parle de taille de série de 5 à 10 000 respirateurs, ils vont continuer à utiliser la fabrication additive qui aujourd'hui fait tout son sens d'un point de vue économique par rapport à de l'injection. Par exemple, le problème de l'injection, c'est que vous devez vous payer un outillage, et donc si la taille de série est relativement faible, vous avez, on va dire, d'un point de vue tech éco, ça ne fait pas de sens. Voilà.
Et puis deux autres exemples où on a été amené, il y a eu aussi tout un consortium autour des visières. Ça a été une initiative qui a été lancée qu'on appelle les visières de l'espoir, où tous les gens qui disposaient, on va dire, d'imprimantes 3D ont été amenés à fabriquer, on va dire, ces pièces grises là qu'on voit, qui permettent justement de tenir la visière. Ça paraît tout bête, mais il y avait un manque cruel de visières. Et donc, on a réussi à produire 12 500 visières en 5 semaines. Voilà. Donc, c'est aussi la capacité à dupliquer très largement. Une fois qu'on a la CAO, on l'envoie à 10, 20 personnes qui disposent de ces imprimantes et on est capable de monter en puissance. Et puis, un dernier exemple, c'est les écouvillons, où là, on voit que dans une imprimante, on est capable de fabriquer 25 000 à 30 000 écouvillons par semaine et par imprimante. Et donc, on se rend compte que la fabrication additive, voilà, tous les gens le voient pour la petite série, mais avec des machines, on va dire, industrielles, on arrive à fabriquer des très grandes séries. Voilà. Donc, si on pense l'après, donc on a vu qu'on a réussi à reconfigurer des lignes très rapidement, de produire très rapidement des dispositifs médicaux qui n'étaient pas notre métier premier, et qui ont été, je pense, fort utiles au CHU. Mais si on pense à l'après-crise, par exemple, si on fait un parallèle par rapport à l'automobile, aujourd'hui, ce qui va limiter la fabrication additive, c'est forcément la tech éco qui va derrière. Parce qu'on parle dans l'automobile de matériaux qui coûtent 10 € du kilo, quand en fabrication additive, je pense qu'il y a encore un rapport 10 à 20 à minima. Voilà. Mais par contre, ce qu'on a commencé à faire, on va dire, avec l'automobile, c'est d'abord tous les prototypes. Après, ça a été énormément d'accessoires pour les robots en usine. Après, on a fait des outillages. On a commencé à travailler sur tout ce qui est pièces de rechange, parce que les pièces de rechange aujourd'hui, si la taille de série automobile, c'est 300 000 véhicules par an, et des pièces de rechange, c'est 2%, donc c'est 6 000 pièces par an. Et donc là, les procédés traditionnels font plus forcément de sens. Et puis de plus en plus, on travaille sur de la customisation. Parce que vous savez aujourd'hui que de plus en plus, on a des véhicules qui sont customisés, des petites séries, des plus petites séries. Et donc, c'est aussi, on va dire, une façon de créer de la valeur. Et on vise de plus en plus, on va dire, la production de masse. Pour ça, j'ai mis sur la droite un peu on va dire les limitations. Il faut repenser, il ne faut pas refaire la même pièce pour refaire la même pièce. C'est-à-dire qu'il faut repenser au global tout le design au niveau du système. On a des enjeux de coût, mais ça va extrêmement vite. Je ne suis pas la loi de Moore, on est en fabrication additive, mais les équipements, on va dire, je pense que le coût de la pièce est divisé par 2 tous les 2 ans à peu près. Ça veut dire qu'on a des machines qui sont 2 fois plus productives tous les 2 ans ou qui coûtent 2 fois moins cher. Et aujourd'hui, l'amortissement de la machine rentre en grande partie dans le prix. On doit complètement mettre sous contrôle, on va dire, toute la chaîne de valeur d'un point de vue, on va dire, digital. On a des enjeux aussi d'industrialisation du post-traitement des pièces parce que, comme je l'ai dit, en sortie d'impression, elles ne sont pas finies. Et puis, il y a des enjeux de certification. On s'est heurté à ça dans le médical, parce que vous avez justement, c'est relativement compliqué. Donc, en période Covid, on a dû aussi réussir à passer en urgence les certifications médicales. Vous avez des mêmes enjeux aujourd'hui dans l'aéronautique et je pense qu'il y a les mêmes complexités dans le nucléaire. Par contre, on y arrive. Aujourd'hui, on arrive à certifier des pièces dans le médical, on arrive à certifier des pièces en aéro et je pense que rapidement, on arrivera à certifier des pièces pour des applications nucléaires. Voilà. Et donc, un dernier petit exemple, on voit là une petite pièce, c'est des pièces qui sont utilisées aujourd'hui dans le rallye ou pour des véhicules militaires qui permettent de gonfler ou dégonfler des pneus. C'est des pièces qui sont faites à peu près à 200 exemplaires par an. Et à l'époque, par usinage, il fallait plusieurs semaines, voire des mois pour notre partenaire pour fabriquer cette pièce. Et donc, on repense le design, on fait une transposition du matériau et on se rend compte qu'on va gagner 30 à 50% en masse, 20% en coût et à peu près, on va diviser par 3 le temps nécessaire à la livraison. Donc, en gros, on gagne en coût, on utilise moins de matériaux, on réduit le temps de mise sur le marché, et puis on a aussi, d'un point de vue, on va dire, working capital, on a une réduction drastique, on va dire, du poids du stock dans son compte de résultat. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais demander à Thomas si on a Alice en ligne ou... Oui, nous avons Alice normalement. Je vais lui redonner le droit au Merci. micro. Alice, est-ce que vous Alors, êtes là? on profite pour dire à tout le monde qu'on attend vos questions. Là, il n'y a que moi qui ai posé une question. Ah, très bien. Nous entendons très mal Alice. Alice. Oui, alors je vais juste tester le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, ça va. Ok, super. J'ai arrêté la caméra parce que ça me crée des parasites difficiles, mais j'essaierai de la remettre tout à l'heure en fin d'intervention. J'ai pas entendu du coup s'il y a eu des questions, Valérie, ou si tu souhaites que je commence.
Attends, je remets mon son. Oui, oui, vas-y, commence et puis on prendra les questions après. D'accord. Je vais pas revenir sur ce qui a été dit, notamment côté SPI, sur les difficultés du Covid. On pourra en reparler s'il y a des questions. Ce que je pense intéressant, c'est côté EDF, cette difficulté Covid, elle est arrivée aussi à un moment où on savait qu'on devait travailler différemment avec notre supply chain. On parle de robustesse de la supply chain, je crois que c'est le thème de la journée d'aujourd'hui. Je crois qu'on se rend compte, côté EDF, par différents moyens, et quelque part le Covid n'a fait qu'accentuer cette prise de conscience, qu'il fallait qu'on travaille différemment avec nos fournisseurs, de manière plus intégrée, de manière plus ouverte, de manière peut-être aussi plus rigoureuse. Et ça génère pas mal de travaux au sein d'EDF pour finalement être à la fois meilleur, mais aussi avoir une filière industrielle avec nous qui soit plus solide. Et on se rend compte qu'on a une responsabilité importante. On n'est évidemment pas les seuls à avoir des responsabilités sur ce tissu industriel, mais on en a clairement. Et je crois qu'aujourd'hui, même si je suis récente dans cette industrie, je pense qu'on a une vraie dynamique de fonctionner différemment. Et typiquement, le programme Excel qui a été lancé, alors un peu en coïncidence, mais aussi dans des temps forts de cette crise Covid ou de la suite du Covid, nous fait travailler de manière, j'espère, plus collaborative avec un certain nombre de nos fournisseurs de la supply chain, aussi avec les gros travaux qui sont faits avec le GIFEN et qui permettent aussi de lancer un certain nombre de dynamiques. Et donc j'espère qu'il en sortira des idées plus novatrices sur comment être plus fort ensemble. Parce qu'effectivement, comme ça a été souligné, on se rend compte qu'on est vulnérable et qu'il faut qu'on soit plus solide et que c'est pour le bien de tout le monde. Voilà, donc c'est juste la petite introduction que je voulais faire. Et puis après, on pourra répondre aux questions si nécessaire. Vous m'entendiez pas? Non, on ne t'entendait pas. Bon, c'est bon. Bon, je recommence. Mais ça devient passionnant. J'étais passionnée, voilà. Donc ma première question, c'était moi qui l'avais posée, mais quelqu'un a voté. Donc c'était une question à David, mais peut-être aussi à Alice. C'est vis-à-vis de l'expérience que vous avez pu avoir avec des fournisseurs étrangers. Est-ce que vous allez reconsidérer votre stratégie vis-à-vis de certains fournisseurs? Ça rentre vraiment dans le débat de la souveraineté, la relocalisation. Est-ce que finalement ça s'est bien passé, ou est-ce que vous avez identifié quand même des zones de fragilité? Il faut que tu aussi retires ton micro, David. Je vais trouver, je sais pas si c'est moi. Ok. Donc, oui, déjà, ça va recommencer par faire un bon retour d'expérience et puis reprendre un peu notre analyse de risque, sachant qu'il y a certains segments, oui, je l'ai d'ailleurs demandé en pleine crise, sortie de crise dès cet été à ma direction des achats, typiquement tout ce qui touche de près ou de loin à la protection des collaborateurs, les EPI plus généralement. On avait des produits, on ne faisait pas attention, qui venaient de loin. Alors de très loin ou du reste de l'Europe. Monsieur tout à l'heure Nicolas évoquait les visières. Pour nous, c'était malgré tout les visières sur les casques, intégrées au casque. C'est quand même un élément qui rassure les collaborateurs. On ne peut pas superposer le casque avec le serre-tête, donc on mettait directement sur le casque. C'est un système qui se rabat sur le casque. Typiquement, ces visières-là, on n'avait jamais fait attention, mais elles venaient toutes d'Angleterre. Et à un moment donné, il était impossible d'en avoir. Typiquement, pour moi, soit à mon nez, on va travailler sur générer des stocks, soit si possible, et ça rejoint un peu la souveraineté, davantage de trouver des fournisseurs français. La même chose pour les masques. On va forcément, dans le retour d'expérience, nous revoir, comme vous tous, notre stratégie sur les risques de ce type de crise, que ce soit viral
bactérien. Donc, on va également régulièrement garantir des stocks de pays pour faire face à ce type de crise. Donc, à la fois avoir des fournisseurs français, ça a un sens au sens territorial, et c'est une responsabilité que nous avons d'avoir des partenaires sur notre territoire, mais également sur la chaîne d'approvisionnement lorsque les frontières se ferment. Si on est sûr d'avoir des partenaires. Donc après, si je transpose sur certains produits liés à la filière, à l'activité, la construction de la filière nucléaire, là aussi, en fonction de l'analyse du risque, il y a certains cas, ça sera toujours possible de travailler avec des partenaires européens. Je pense qu'on sera quand même beaucoup plus orienté européen. Et après, dans certains cas, peut-être des redondances. Mais là, ça va dépendre de l'analyse de risque qu'on va devoir reprendre à l'issue de cette crise. On va pas faire du tout ou rien. On va pas tout rapatrier en France. Mais je pense qu'on va sans doute avoir un rééquilibrage. Par contre, comme je disais au début de ma réponse, tout ce qui touche à la sécurité des collaborateurs, on va être davantage plus attentif pour pouvoir avoir des chaînes d'approvisionnement plus courtes. Parce que là, la distance, les frontières, c'était quand même plus compliqué pour pouvoir faire venir des produits. Donc oui, ça va forcément influer sur notre chaîne d'approvisionnement. Ok. Alice, est-ce que tu veux faire un commentaire sur ce sujet? J'essaie de récupérer mon micro. Oui, super. Oui, moi je partage. Je pense qu'effectivement, la crise nous fait nous rendre compte d'un certain nombre de faiblesses qu'on pouvait avoir dans nos chaînes d'approvisionnement, et qu'évidemment, on est en train de revoir nos analyses de risque. Et encore une fois, ça ne va pas systématiquement tout changer, mais dans certains cas, on va chercher à se rééquilibrer sur des productions plus locales. Ok. Une autre question, donc c'était pour Nicolas. Est-ce que dans le contexte d'urgence sanitaire, les procédures de qualification des pièces pour le domaine médical ont été allégées ou modifiées? On a vu que chez nous, il y avait eu beaucoup d'inspections à distance. Alors oui, ça veut dire que ça s'est fait main dans la main avec l'ANSM. Hein. Bien entendu, on n'avait pas les délais de certification dans le médical étaient beaucoup trop longs. Donc, on a obtenu des dérogations pendant le Covid. Ceci étant, on a essayé de respecter on va dire un protocole accéléré, mais réaliste de la mise sur le marché, ça veut dire d'un dispositif médical tel qu'un respirateur avec des phases cliniques. On ne pouvait pas se permettre de prendre le moins de risques par rapport à la santé des patients. Voilà, c'est un respirateur, c'est un élément de sécurité. Donc, on a fait tous les tests cliniques nécessaires, on a accéléré un certain nombre de choses, mais on n'a pas fait d'impasse, on va dire, sur les vrais enjeux de sécurité. Et après, on va dire, cette dérogation était valide pendant la crise du Covid, avec nécessité derrière de passer, on va dire, les certifications standards et d'obtenir le marquage chez eux, quoi. Voilà. Ok. Toujours une question pour toi. Est-ce qu'on a une visibilité sur d'autres secteurs que le médical où il y a eu des chaînes de production qui se sont arrêtées parce qu'il y avait un manque de pièces de rechange? Est-ce que ça, c'est aussi un marché futur? Alors, oui, bien sûr. Alors, bien entendu, je pense que la résilience des supply chains, on a vu que dans l'automobile, dans le génie électrique, des gens se sont retrouvés bloqués. En plus, des fois pour des pièces, on va dire qu'on bloquait des lignes industrielles pour des petites pièces, du détail, hein, j'ai envie de dire, au vu des enjeux industriels derrière. Et je pense qu'il y a une prise de conscience réelle aujourd'hui où les gens sont en train de s'équiper. C'est quand même dommage de bloquer une ligne de production, j'en sais rien, d'assemblage de sièges automobiles si vous manque des vis, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi cette volonté. Maintenant, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que tous les métiers ont des enjeux de certification, et donc il faut l'avoir aussi en fait anticipé. Parce qu'arriver à certifier en période de crise, c'est-à-dire dès qu'on est sur des pièces de sécurité, il y a quand même des délais incompressibles. Donc j'encourage aussi les sociétés, on va dire les industries, à l'anticiper, à minima avoir les plans, les scans des pièces, et avoir déjà, même dans le dossier de certification préalable, envisagé la fabrication additive comme procédé de fabrication. Alors après, il y a tout un tas de questions pour Nicolas qui sont des questions. Alors, il y a une question d'argent. Est-ce que l'ANR finance le CEA dans les programmes de... Alors oui, Et après, l'ANR peut nous financer. Maintenant, c'est pas du tout majeur quoi vis-à-vis de la fabrication additive. Hein. Bien entendu, l'ANR finance le CEA, surtout sur des sujets amont. Hein. On a besoin de monter en maturité pour être après pertinent vis-à-vis des industriels. Maintenant, c'est pas une source de financement majeure pour nous. Comme j'ai dit, notre principale source de financement, c'est les partenariats industriels et on va dire toute la partie institutionnelle, mais aujourd'hui plutôt au niveau des projets européens.
Ok, alors après, quelles sont les résines utilisées? Voilà. Quelle température pour les résines? Alors, bon, je vais en parler rapidement, mais là, dans les cas que je vous ai présentés, c'était des résines polyamides. Donc des résines polyamides, c'est des thermoplastiques qui tiennent à peu près à 130, 150 degrés en utilisation. L'enjeu, on est parti sur ces matériaux parce qu'on avait aussi, on cherchait une biocompatibilité des matériaux. Et donc on avait en fait déjà des bases, on va dire, de validation par rapport à la biocompatibilité de ces matériaux. On a dû faire des tests complémentaires principalement pour les respirateurs parce que les pièces étaient en contact, on va dire, avec l'air insufflé par le patient. Mais on est parti sur des matériaux qui étaient relativement classiques, des polyamides, quoi. Voilà. Et dans la foulée, je vais répondre à la question d'après. Oui, on travaille sur des outillages par fabrication additive, c'est tout à fait possible. On le fait surtout quand les matériaux ne sont pas disponibles en fabrication additive. C'est-à-dire que passer par un outillage pour aller après faire de l'injection, d'un point de vue économique, ça n'avait pas forcément de sens. Par contre, ça nous arrive de temps en temps de ne pas avoir les bons matériaux disponibles pour la fabrication additive. Et donc, une façon de contourner le problème, c'est de faire des outillages très rapidement par fabrication additive pour pouvoir faire de l'injection, vu que le goulot d'étranglement, c'est l'outillage. Merci beaucoup Nicolas. Donc Alice et David, est-ce que dans vos chaînes d'approvisionnement, vous avez certains fournisseurs qui ont été fragilisés par la situation chez d'autres clients? On pense en particulier à ceux qui travaillent dans l'aéro ou dans l'auto. Je ne sais pas si je vais répondre. Donc oui, on a pris conscience de ça. L'aéronautique a eu un impact. Souvent, le nucléaire et l'aéronautique, les fournisseurs sont communs. C'est ce qui nous a fait d'ailleurs réagir dans certains cas pour maintenir par anticipation des commandes d'exécution pour assurer le maintien de leur atelier parce que on a pu prendre conscience que certains étaient dans un ratio 20-80. 80 était plutôt l'aéronautique et 20 le nucléaire. Le nucléaire aujourd'hui, en tout cas en France, est assez réduit. Donc il a fallu justement, par rapport à l'aéronautique, ils étaient dans une phase où ils fermaient leur chaîne de production, qui pouvait les amener à fermer l'usine. Et en fait, on a réussi à maintenir des ateliers pour pouvoir maintenir notre approvisionnement. Donc oui, et je pense que plus largement, on a fait remonter, on travaille beaucoup en relation forcément avec les centres d'ingénierie d'EDF, avec des fournisseurs dits sensibles, qui sont déjà très accompagnés par rapport au type de matériel qu'ils fournissent, la qualification importante qui accompagne ces produits. Et on participe des fois à qualifier ces matériels-là. C'est des processus assez longs. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, un fournisseur, par rapport à sa chaîne de production, duplique sa chaîne de production pour d'autres segments, comme l'aéronautique et d'autres. Et c'est vrai que l'aéronautique avait beaucoup impacté. Donc il y a, je pense, un travail à prolonger, mais là, ça sera, et je vais donner la parole à Alice, je pense, voilà, il y a un travail aussi, nous, fournisseurs, on alerte, on trouve des solutions ponctuellement. Après, il y a peut-être des choses à regarder plus globalement pour sécuriser ces chaînes d'approvisionnement par rapport à des segments bien précis. Là aussi, c'est de mieux connaître l'autre. En fait, moi, j'ai découvert le panel de certains de mes fournisseurs où avant, ils répondaient à mon besoin et j'étais pas forcément attentif à leur activité. Donc, ça nous a quelque part obligé à faire quelque chose qu'on aurait dû faire avant, c'est mieux se connaître. Il faut toujours mieux se connaître, c'est quand même mieux travailler ensemble et de voir après quelles étaient leurs zones de fragilité. Voilà, donc je pense qu'il y a encore un travail à poursuivre avec ces fournisseurs-là pour s'assurer que justement, indépendamment de d'autres industries, ils sauront fournir les éléments sur lesquels on s'est engagé auprès des grands donneurs d'ordre. Alice? Merci pour le micro. Oui, alors je partage, en fait, je pense que ça agit comme un révélateur parce que un peu comme SPI, je pense qu'on n'avait pas forcément conscience, on regardait le taux de dépendance des entreprises au nucléaire et à EDF, c'est quelque chose qu'on a toujours beaucoup regardé. En revanche, une vision un peu plus large sur les activités et donc les zones de faiblesse potentielles de nos sous-traitants et de nos fournisseurs, c'est pas quelque chose qui était très développé. On le faisait, mais on s'est rendu compte de l'importance de le faire encore plus. Et donc, je pense que ça a vraiment agi comme un révélateur de l'importance de ces analyses de risques plus diversifiées que ce qu'on faisait avant. Donc, on a clairement pris comme action de continuer à travailler là-dessus pour s'assurer qu'on génère le bon niveau de discussion avec nos fournisseurs.
Ok. Donc, il y a une question spécifique sur le Royaume-Uni. Donc, il y a marqué partenaire, donc je sais pas clair si c'est en tant que client ou en tant que fournisseur. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire? Donc, pour ma part, j'évoquais l'Angleterre, ça reste pour ma part. Quand j'évoquais l'Europe, c'était l'Europe au sens territorial. Donc, voilà, dans nos fournisseurs, nous avons le Royaume-Uni et nous intervenons au Royaume-Uni et réciproquement. Donc, ça reste voilà, l'Europe au sens large du terme, mais au point de vue territorial. D'ailleurs, David en a beaucoup parlé de la France, mais est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui se sont posés dans d'autres pays où SPI intervient? Oui, c'est vrai que SPI intervient sur l'ensemble du territoire. Alors, ça a été assez variable parce qu'au final, ça dépendait de la posture des différents gouvernements. Hein. Donc, on intervient surtout, je dirais, dans le nord-est de l'Europe, hein, en partant de France-Royaume-Uni, puis après, c'est l'axe Allemagne-Pologne. Donc, ça a été plus ou moins variable, mais ça a impacté quand même, l'ensemble de nos activités. Là aussi, mise en avant des moyens de communication, on va dire sans déplacement, mais oui, il y a eu quand même des phénomènes assez similaires. Après, il y a eu des choses qui ont été un peu compliquées. On devait faire des interventions en Afrique du Sud, donc on a dû trouver des solutions avec Framatome pour nous, on n'a pas souhaité en tout cas laisser les collaborateurs aller en Afrique du Sud pour deux raisons. On ne savait pas si pouvoir intervenir par rapport aux contraintes sanitaires d'Afrique du Sud et vraiment être capable de revenir. Voilà, donc c'est des choses qu'on a dû faire en partenariat avec des clients comme Framatome parce qu'on intervient en partenariat avec eux sur les sites d'Afrique du Sud. Donc trouver aussi toujours beaucoup de dialogue. En fait, tout ça a passé par du partage, appréciation du risque et la bonne réponse adaptée à l'évaluation du risque. Voilà, donc je pense que Alice l'a dit tout à l'heure, c'était quand même beaucoup de choses, on était des révélateurs de choses d'aller plus loin ensemble. J'ai apprécié le fait de dire oui, on partage davantage. Et pour moi, la meilleure chose de partager souvent, c'est les risques qu'on n'osait pas évoquer les uns avec les autres. Dire voilà, mon appréciation du risque, elle est comme ça. Vous en pensez quoi de votre côté? Quelle est votre appréciation du risque? Et à partir de là, on apporte une réponse plus adaptée ensemble. Voilà. Donc c'est dans ces contextes-là qu'au final, Framatome a pu détacher du personnel Afrique du Sud sans amener cette fois-ci SPI, puisqu'ils ont convenu avec leurs clients d'avoir une intervention réduite. Mmh. Alice, tu veux faire un commentaire sur le Royaume-Uni vous avez un grand chantier là-bas. Alors, donc le Royaume-Uni est un vaste sujet et je pense que je ne serais pas forcément la mieux placée pour en parler malheureusement aujourd'hui. Il y a plusieurs choses en fait sur le Royaume-Uni. Ils ont eu une approche de la crise sanitaire un peu différente de la nôtre. Sur notre gros chantier côté HPC, le chantier a continué à tourner pendant beaucoup plus longtemps que Flamanville par exemple. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on a regardé d'un peu loin parce qu'on était aussi pris dans la crise en France. Mais maintenant qu'on est un peu à froid et que la situation a évolué aussi au Royaume-Uni, je pense qu'on va avoir des choses à se dire sur comment est-ce que finalement les types d'approches ont leurs avantages et leurs inconvénients et qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de tout ce qui a été fait. Très bien. Nicolas, quelle est la position de la France dans le monde sur la technologie impression 3D? Alors, je pense on était très en retard il y a je pense encore 3-4 ans. C'est un marché aujourd'hui qui était dominé par les US, l'Allemagne et la Chine, hein, qui avaient perçu, on va dire, la fabrication additive comme un des grands enjeux de la nouvelle révolution industrielle, hein. On va dire une façon de concevoir et de produire différemment. Il y a eu cette prise de conscience. Il y a eu, on va dire, on a essayé de créer une filière en France, à la fois un écosystème entre les grands industriels, mais aussi les centres de recherche. Et je pense qu'on est en rattrapage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde notre positionnement et même par rapport au nombre de brevets déposés et par rapport aux acteurs, je pense qu'on est dans les 5 pays au monde qui tirent la fabrication additive. On a la chance d'avoir des grands du matériau, de la chaîne numérique, des fabricants d'équipements, et puis tous les grands donneurs d'ordre. Ça veut dire sur l'aéro, l'auto,
l'énergie. On a un certain nombre de donneurs d'ordre qui voient le potentiel de ces technologies, qui les poussent, et on a réussi à structurer à travers les écoles d'ingénieurs, à travers le CEA, à travers les IRT, de bien faire la part des choses et pour travailler ensemble sur ces sujets et créer, on va dire, la France, essayer de créer des avantages compétitifs. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans une phase de rattrapage, on n'est plus du tout distancé, et j'espère même qu'on arrivera à venir, on va dire, talonner les US, l'Allemagne et la Chine sur ces sujets. Félicitations. Alors, je disais à Nicolas que le prix du Sven du jeune chercheur, Jacques Gossens du jeune chercheur, la semaine dernière, a été remis à un jeune chercheur du CEA qui s'appelle Pierre-François Giroux, qui est chercheur au service de recherche métallurgique appliquée du CEA Saclay, pour ses travaux sur la métallurgie des poudres dans les procédés de fabrication d'acier à haute performance pour l'industrie nucléaire. Donc, on aura bien. Exactement. Voilà, on a des activités, vous faites bien de le souligner. À travers nos activités sur Saclay, donc de la direction des énergies, on a des activités justement sur la fabrication additive qui sont très complémentaires des travaux qu'on mène sur la recherche technologique. Et donc, il y a des travaux assez poussés justement sur des pièces qu'on souhaiterait demain utiliser dans des applications nucléaires. Donc, on est en train de faire, on est sur des caractérisations avancées des matériaux, des tests par rapport au rayonnement. Et j'espère et j'ai bon espoir qu'on arrivera à aller jusqu'à la certification. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça c'est une question pour David. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été trouvé sur Internet. Donc, en une semaine, SPI étant la solution de communication unifiée et de collaboration d'une autorité fédérale, pouvez-vous nous en dire plus? David. On ne vous entend plus. Peut-être pouvons-nous passer à une autre question le temps que David rafraîchisse la page et réessaie de se connecter. Alors, Nicolas, y a-t-il une bonne adéquation entre l'impression 3D et le cycle de fabrication à distance? Alors, je ne suis pas sûr de complètement saisir la question. Jean-Yves, peut-être. Est-ce que Jean-Yves, vous pouvez préciser votre question? Non, du coup, il y aura un délai de quelques secondes avant que le participant entende qu'il doit préciser sa question. Ah, d'accord. Bon, juste pour je pense quoi, si on va dire l'intérêt de la fabrication additive justement, c'est qu'on a à la fois, on va dire, un modèle numérique de la pièce et de l'autre côté une recette de fabrication. Et on va dire avec ces deux éléments-là, si on transfère ces deux éléments, ça veut dire on va dire la géométrie, le design de la pièce et la recette de fabrication, on est capable de produire instantanément, n'importe où en France, les mêmes pièces. Et c'est un peu ce qu'on a fait sur les visières de l'Espoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a développé le prototype et puis après qui a envoyé ses fichiers sources à différents producteurs, et en quelques heures, tout le monde était capable de produire la même pièce avec la même recette de fabrication et donc la même qualité. Voilà. Bon. Donc oui, alors on n'est pas sur des pièces critiques, parce que sur des pièces critiques, ça demande, on va dire, des éléments complémentaires, mais voilà, aujourd'hui, on est tout à fait capable, justement, c'est aussi une façon de démultiplier la puissance de feu de la fabrication additive, c'est que très rapidement, dès qu'on a on va dire, les bons fichiers sources, on est capable de multiplier la production à travers toutes les personnes disposant du même équipement. Merci beaucoup, Nicolas. David, alors, C'est pas que je voulais pas répondre à la question, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Donc oui, ce qui a dû être trouvé par la personne sur Internet, c'est une opération qui a été faite par nos collègues allemands, puisque SPI est spécialisé dans tout ce qui est également réseau de communication et outils de communication. Donc en fait, ça a été d'augmenter les capacités pour multiplier les réseaux de communication par rapport, c'était en Allemagne, pour être précis, où ils ont pu faire ça. Et là, c'est plutôt le fruit d'une collaboration de plusieurs années où en une semaine, il a fallu augmenter les capacités. Donc j'ai un exemple, a priori, ils étaient passés de 300 à 1000 communications possibles pour pouvoir faire des réunions multiples. Voilà, donc c'est une des branches
au sein de SPI dans ses compétences qui est liées à tout ce qui est réseau de communication. Et c'est vrai que cette période de Covid a éprouvé tous les moyens de communication énormément hein, pour toutes les entreprises, pour les collectivités, les autorités et des entreprises comme les nôtres ont été mises à forte contribution. Voilà, donc c'était après les éléments techniques, je peux que vous inviter après à aller voir le site de SPI, mais voilà, c'est lié à l'accompagnement, en tout cas pour l'augmentation des capacités de communication qui étaient nécessaires par rapport à l'augmentation des débits et des connexions et des nombres de connexions. Alors après, je suis pas un expert, je peux vous mettre en relation avec les experts, mais voilà. Très bien. J'ai une dernière question pour toi, David. C'est donc les inspections à distance, la recette à distance, est-ce que ça va rester? Je pense que, en tout cas, nous, on va proposer, parce que là aussi, ça va se faire en lien avec nos donneurs d'ordre, hein, donc EDF, Orano, CEA. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut conserver, mais il faudra davantage qu'on établisse les principes, les règles qui vont accompagner, on va dire, cette démarche-là. Je pense que, en tout cas, pour nous, on y est favorable. Sous l'angle déjà sécurité, hein, ça évite de faire de nombreux déplacements. Deux, sous un angle également de confort, d'éviter, on a pu évoquer en aparté, d'avoir 7 inspecteurs pour quelqu'un qui fait une opération. Des fois, ça peut un côté stressant, et puis l'opération, on la loupe. Et puis, il y a aussi un aspect économique, hein, des fois, voilà, de mobiliser beaucoup de ressources. Il y a aussi des coordinations à avoir. Hein. Souvent, c'est un inspecteur de chez nous, plusieurs inspecteurs de prescripteurs, de plusieurs inspecteurs de son système d'organes de contrôle. Enfin, ça fait beaucoup d'inspecteurs, ou des fois, peut-être un inspecteur ou deux en physique accompagné de webcam. Donc, il y a, je dirais, là aussi, dans des protocoles peut-être à établir, c'est peut-être pas besoin de faire venir 7 inspecteurs en physique. Il y en a peut-être 2 en physique et 5 ou 6 à distance. On a développé, et bon nombre l'ont fait, hein, des systèmes de lunettes avec caméra intégrée, où on peut, en même temps qu'on fait une inspection, on renvoie une image à un back-office d'experts en appui. C'est des choses qu'on peut envisager, mais là aussi, à construire ensemble avec, je pense, nos donneurs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup aux participants pour votre présence et pour vos questions. Donc, je rappelle que cela clôt notre série de 9 webinaires sur la crise du Covid dans le nucléaire, comment on s'est adapté et comment on va évoluer, comment on a été agile, robuste, créatif, et aussi comment on a beaucoup dialogué les uns avec les autres. Je crois que c'est quelqu'un qui a dit ça, qu'il a vraiment senti pendant la crise du Covid qu'on était vraiment une vraie communauté très collaborative. Donc, je pense que la session d'aujourd'hui l'a confirmé. Et donc, je vous rappelle que toutes ces sessions sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la SFEN et qu'elles feront l'objet d'une RGN, la prochaine RGN, donc qui sera publiée sur le sujet. Merci beaucoup à tous encore et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.